Donc, depuis ce jour-là, depuis le 13 février 2001, l'agilité officiellement est née à travers cette manifeste agile. Donc, désormais, si on vous demande ou si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'est l'agilité? Le premier point de référence, c'est le manifeste agile. Ces 4 valeurs et ces 12 principes. Mais l'agilité, aujourd'hui nous sommes en 2020, nous sommes en avril 2020. L'agilité ne se limite pas à ces 4 valeurs et à ces 12 principes. Bien que ça continue à être le référent principal pour comprendre ce qu'est l'agilité. L'agilité, comme je vous le disais, est une culture. Elle hérite d'une quantité de choses qui se sont passées derrière ce février 2001. Et si vous voulez, pour mettre une date historique, pour commencer un peu l'histoire de l'agilité, on peut aller jusqu'en 1947. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, il est détruit, il est dévasté. Il y a les Américains qui arrivent avec des commissions pour aider à la reconstruction du Japon. Et dans ces commissions, il y a un ingénieur, à la base c'était un ingénieur agronome, il y a un ingénieur qui s'appelle Deming, qui arrive avec son équipe et il arrive évidemment dans un pays totalement dévasté avec des urgences partout. On a faim, on a mal, on est blessé, on a besoin de toi, on a besoin de tout. On a besoin de tout et c'est urgent. C'est des choses vitales et urgentes. Donc, il arrive avec sa commission, son équipe, et il commence à être entendu par des personnes au Japon, dont des ingénieurs chez Toyota. Et ce que Deming a partagé, c'est le fruit de ses recherches et de ses travaux pendant les 10 ans avant. Entre autres, il a fait partie de ces gens qui se sont interrogés depuis la fin des années 30, début des années 40, autour de ce qui est devenu la pensée systémique. Et donc, il arrive avec une manière de travailler différente. C'est-à-dire qu'il travaille en unités réduites et en cycles courts pour pouvoir adresser toutes les urgences qui se présentent. Tout est important, tout est urgent, donc il crée des listes qu'il priorise et il crée des unités plus ou moins autonomes qui embrassent un sujet de bout en bout et il commence à travailler en cycle court. En faisant tout ça, il y a une pratique très simple, visuelle, qu'il a utilisée, qui a donné naissance à ce qu'en japonais on a appelé le Kaizen. Et c'est le fameux tableau To Do, Doing, Done, que nous connaissons tous certainement, et que dans l'agilité on utilise, et non seulement dans l'agilité évidemment, mais on utilise dans beaucoup de domaines pour pouvoir faciliter visuellement le suivi des activités qu'une équipe ou qu'un groupe réalise au quotidien. Donc, le Kaizen, il est né au Japon au début des années 50 au sein de Toyota. Toyota, c'était une entreprise qui a vu son cahier de commandes, son carnet de commandes se remplir radicalement pendant la guerre et après la guerre pour la reconstruction. Donc, ils avaient beaucoup de choses à faire. Et donc, ils ont absorbé toute cette connaissance apportée par Deming et ils ont aussi évidemment recréé et innové. Et pendant ces années, Toyota a vécu une histoire de développement
très rapide et positive. Elle a été connue, son succès, il a été connu seulement au Japon. Il est resté en japonais pendant beaucoup d'années, plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'en Occident, on ne connaissait pas vraiment l'histoire de Toyota entre les années 50 et les années 70. On ne connaissait pas beaucoup parce que tout a été documenté en japonais au départ. Et au départ, c'est que comment Toyota a documenté ça, il a documenté à travers ce qu'ils ont appelé le TPS, le Toyota Production System. Et il s'est basé sur 14 principes. Et c'est ça qui a, autour de ces 14 principes, ils ont consolidé leur nouvelle culture de développement des générations de valeur au sein de Toyota. Et au cœur de ça, il y a eu cette culture de Kaizen. Kaizen, qui est un mot japonais qui veut dire, vulgairement, il veut dire amélioration continue. Kaizen. Donc, le Kaizen et ses succès de Toyota à l'origine importés par les nouvelles pratiques systémiques que Deming a amenées depuis l'Amérique, cela a donné naissance au début des années 90 à ce qu'on a commencé à appeler en Occident comme le Lean. En 1990, Jones et Womack, ils ont écrit un livre qui s'appelle « La machine qui a changé le monde ». En 1990, ils publient ce livre pour raconter à l'Occident comment Toyota a eu du succès depuis 40 ans. Et donc, dans ce livre, il raconte tous les principes de Toyota, de cette culture Kaizen, etc. Et il raconte vraiment en détail toutes les pratiques que chez Toyota ils ont développées. Et en 1990, il publie ce livre. Et pendant les années qu'ils ont suivi, les premières années, 3, 4, 5 ans, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Personne n'a compris ce que nous avons partagé sur le succès de Toyota. Pourquoi ils se sont dit ça? Parce qu'ils ont vu qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont pris un peu en biais certains éléments qu'ils avaient écrits dans ces livres. Et ils ont détecté, ils ont pris uniquement, principalement, ce qui leur permettrait de réduire radicalement les coûts de production à outrance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas identifié l'élément principal, un des éléments principaux que Jones et Womack transmettaient dans leur histoire de Toyota, qui était l'être humain. Donc les Occidentaux ont capturé plutôt des techniques et des modes de travailler pour chasser des gaspillages à outrance et donc réduire les coûts. Et donc du coup, les mêmes auteurs, en 1996, ils publient un autre livre où ils synthétisent beaucoup mieux le succès de Toyota. Et cette fois-ci, il l'appelle The Lean Thinking. Je vous le montre mieux ici. The Lean Thinking. En 1996, ils publient ces livres parce qu'ils ont dit personne n'a rien compris, donc on va leur mâcher plus le sujet. Et dans ces livres, ça c'est les livres qui donnent naissance, on va dire, officielle dans le monde à ce qu'on connaît aujourd'hui très bien comme le Lean. Donc ici, il s'explique les 5 principes du Lean et le monde, il commence à comprendre mieux ce qui était vraiment derrière le succès de Toyota. Ça, c'est en 1990, le deuxième livre en 1996. Et si on revient un petit peu plus en arrière, en 1972, à l'MIT en Cambridge, aux États-Unis, il y a un groupe de chercheurs très intéressés et qui travaillent depuis plusieurs décennies
depuis la cybernétique et sur toute cette pensée systémique, en 1972, il publie un livre qui s'appelle Les limites à la croissance, The Limits to Growth. Dans ces livres, c'est le fruit, c'est là où il partage le résultat de leurs recherches sur comment il raconte qu'il développe, on est en 1972, et donc il développe un ordinateur, donc vous pouvez imaginer la taille de l'ordinateur, 1972, il développe un ordinateur avec une complexité d'algorithmes qui permettent de faire une grande simulation de comment la planète pourrait devenir 25 ans après, c'est-à-dire, on a déjà passé ça, hein, c'était en 1972, là on est en 2020. Et il se disait, dans 25 ans, si la planète continue à gérer les ressources de la manière comme on le fait, on va arriver à des catastrophes écologiques. On va arriver à un déséquilibre insoutenable. Et bon, je crois qu'on n'est pas très loin de ça. Et aujourd'hui, on connaît évidemment beaucoup mieux l'histoire de tous ces déséquilibres, non seulement écologiques, mais humains, sociaux et économiques. Tout l'impact systémique qu'on est en train de générer. Et donc, ils ont averti le monde qu'il fallait prendre distance, prendre du recul et mesurer l'impact de chaque action qu'on fait. Donc, ces groupes de chercheurs à l'MIT a continué à travailler et continuent toujours aujourd'hui à travailler autour de ces gens-là. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme la pensée systémique s'est développé beaucoup plus dans le monde. Ce n'est pas seulement à partir de 1972 que ça se développe, mais ils ont repris des travaux, des initiatives qui viennent depuis les années 30. Pourquoi je vous raconte l'histoire des Limits to Growth? Parce que à ce groupe est venu s'intégrer un jeune chercheur qui s'appelle Peter Senge, il est toujours vivant, qui en 1990 publie un livre qui est toujours aujourd'hui d'actualité, qui s'appelle La 5e discipline, The Fifth Discipline. En 1990, il publie ce livre pour expliquer ou décliner tout ce qu'on avait découvert et traduit comme la pensée systémique, mais lui, il le décline dans le monde des organisations. Comment le monde des organisations doit prendre en compte que nous vivons dans un monde systémique. Nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes tous connectés, dans lequel nous sommes tous des systèmes, dans des systèmes, nous sommes tous connectés. Ça veut dire que n'importe quelle chose que nous fassions au niveau individuel ou au niveau d'entreprise, on va impacter le reste de l'humanité. C'est simple, hein? Je pense qu'on les comprend aujourd'hui, mais mais même aujourd'hui, hein, on rencontre beaucoup de personnes qui n'entendent pas ça. Mais bon, c'est une autre histoire qu'on va partager pendant cette formation par la suite. Donc, la 5e discipline est un pilier aussi de cette histoire de l'agilité. 1990, la même année dans laquelle Womack et Jones racontent pour la première fois l'histoire de Toyota. 1996, le Lean. Et en 1994, deux personnages créent ce qu'on connaît aujourd'hui comme Scrum, l'approche méthodologique agile nommée Scrum.